Bonjour Madame la députée. Bonjour. Le Premier ministre vous a confié une mission gouvernementale sur la place et l'image des aînés dans notre société. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce projet d'envergure quand même? Eh bien, c'est une mission que j'avais en tête déjà depuis plusieurs mois, à la suite des crises sociales que notre pays a traversées, l'année dernière notamment, où dans ma permanence j'avais rencontré des personnes en colère de différentes générations, des jeunes, des plus vieux, des personnes proches de la retraite, et j'avais vraiment senti une grande méfiance et une grande défiance entre les générations. Et mon inquiétude, c'était qu'il y ait vraiment une crise des générations qui se fasse, en tout cas qui s'amorçait. Et donc je trouvais important de pouvoir travailler sur ces sujets-là, identifier pourquoi il y avait cette problématique et comment est-ce qu'on pouvait réconcilier les différents âges en fait, dans notre société. Et les premiers constats, les premiers enseignements marquants selon vous? La chose qui m'a le plus interpellée, c'est vraiment cette culpabilité que j'ai ressentie très fortement chez les personnes âgées. C'est-à-dire que les personnes vieillissantes en fait n'osent pas affirmer leurs revendications, leurs problématiques, leurs souhaits de projet de vie, parce qu'elles ressentent fortement cette culpabilisation, parce qu'on véhicule dans la presse, dans les médias, on parle uniquement du vieillissement par le coût que cela induit. Et donc j'ai senti une grande culpabilité, c'est ce qui m'a le plus interpellée. Et parfois en fait une position un petit peu de soumission, c'est-à-dire d'acceptation, en tout cas de résignation sur leur devenir. Sur cette question de l'agisme, qu'est-ce que vous avez concrètement? Quel type de situations ont pu vous être remontées? Alors il y a des discriminations qui sont vraiment diverses et variées, certaines qui sont plus conscientes, d'autres plus inconscientes, des discriminations au quotidien, où ces discriminations en fait sont complètement intégrées par les personnes qui en sont victimes elles-mêmes. Alors il y a des discriminations très claires au niveau des biens et des services bancaires par exemple. Après c'est des discriminations, des moqueries au quotidien ou des stigmatisations. On va mettre à l'écart comme ça toute une partie de la société. Beaucoup de discriminations aussi vécues au travail. Sur la deuxième partie de la carrière. Donc voilà, il y a plein de discriminations comme ça tout au long de la vie. Mais je crois que pour changer le regard et pour faire évoluer les discriminations, il faut commencer très jeune, dès l'enfance, où finalement c'est accepter, s'accepter soi, s'affirmer soi à chaque âge de la vie pour justement dénoncer et lutter ces discriminations avec l'avancée en âge. C'est presque au niveau individuel dans ce cas-là que ça se joue. Il y a trois niveaux, je pense, pour faire changer le regard et faire changer le regard sur le vieillissement. Au niveau individuel, entourage proche au sens large, et au niveau vraiment sociétal et des politiques publiques. On doit intégrer la longévité à chaque étape. C'est une erreur de ne traiter la question du vieillissement qu'au travers du ministère des Affaires sociales par exemple. Ça veut dire que ça sous-entend que le vieillissement est associé à une maladie, à une pathologie, alors que c'est tout l'inverse. Je crois que la longévité c'est vraiment une vraie opportunité, une vraie chance, et il faut que cette question-là soit traitée au niveau interministériel. Ça doit vraiment être une politique portée de manière transversale. On parle souvent de relations complexes, de fossés entre les générations. Est-ce qu'à l'inverse, l'intergénérationnel peut être un levier de... Oui, alors j'ai envie de vous dire oui, mais il faut qu'on puisse aussi le prouver, que l'intergénérationnel puisse être un levier. Et ce que j'ai observé, c'est qu'il y a vraiment un déficit de recherche en gérontologie. C'est pas suffisamment coordonné pour mettre en valeur et prouver que l'intergénérationnel est bénéfique pour notre société. Donc ça c'est le premier point. Et sur l'intergénérationnel, je crois que c'est évident, moi j'en suis persuadée, pour changer le regard des uns sur les autres, il faut que les gens se connaissent, il faut qu'il puisse y avoir des moments d'échange et de communication. J'ai eu un témoignage d'une dame bénévole chez Outils en Main qui du coup a appris à un petit garçon à faire des crêpes. Et en retour, en fait, le petit garçon lui a appris à se servir d'une tablette numérique. Et ce qui est important, c'est la réciprocité aussi, je pense. Pas que dans la transmission. Exactement. La transmission est importante, mais la transmission, elle se fait dans les deux sens. On doit développer des transmissions du quotidien. Vous savez, les histoires de vie du quotidien. Souvent, la transmission, on pense aux grands héros de guerre, aux grands résistants pendant la guerre. Tout le monde n'a pas été un héros de guerre, mais je crois que tout le monde peut apporter quelque chose sur son histoire personnelle, sur son vécu, pour que les jeunes puissent s'identifier justement à ces histoires du quotidien et que chacun puisse transmettre à son niveau. Je crois que c'est important de développer cela pour que individuellement encore chacun puisse trouver sa place. Est-ce que changer le regard sur la société,
Est-ce que ça concerne, est-ce que ça parle aussi pour des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui peuvent avoir des troubles neurodégénératifs comme Alzheimer? Est-ce que c'est quelque chose qui leur est destiné aussi, ou est-ce qu'on est plutôt dans le regard des âgés mais non dépendants? Je crois qu'en fait le regard il doit changer pour tous et pour chacun à chaque moment de la vie. Et finalement, se concentrer que sur une pathologie ou que sur un âge, je pense que ça serait une erreur. Oui, il y a des troubles cognitifs qui peuvent arriver avec l'avancée en âge. Déjà, c'est pas systématique, donc je pense qu'il ne faut pas uniquement se concentrer sur cela. Puis je vous parlais de l'acceptation de chacun à chaque moment de la vie. C'est beaucoup plus transversal à mon sens. C'est vrai que la maladie d'Alzheimer ou alors les maladies neurodégénératives apparentées à Alzheimer font peur, mais encore une fois, pour avoir travaillé avec des personnes avec des troubles cognitifs, il y a aussi beaucoup de bons moments, il y a des moments de communication très forts, tout n'est pas perdu en fait. Et je crois que vu que notre société elle est basée sur la performance, un peu sur on a le droit de vieillir, mais uniquement si on vieillit bien, c'est-à-dire si on vieillit en bonne santé, si on vieillit pas trop ridé, si en plus on n'a pas de perte de mémoire. Je crois qu'en fait il faut aussi accepter que notre société ne peut pas être que performante et que ce qui fait l'avancée en âge et la richesse en fait de cette longévité, c'est des parcours individuels et divers et variés. Mais parce que nos politiques publiques ont eu des politiques qui répondaient à des besoins collectifs où finalement il fallait que chacun rentre dans une case pour correspondre à un financement, finalement dès qu'on sort un petit peu de la case et du rang, ça devient un problème. Je crois qu'il faut justement permettre plus d'individualisation dans le parcours. Ce que je retiens, c'est que cette idée que la personne qui a un trouble neurodégénératif ou autre, elle n'est pas que ça, elle est une personne, c'est cette notion de diversité, de pluralité. Tout à fait, on peut avoir une maladie, une pathologie, qu'elle soit neurodégénérative ou un handicap physique ou autre, et on a toujours des capacités restantes, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Mais les modes de calcul des aides financières actuellement autour du vieillissement sont basés sur la grille Agir et qui ne met pas suffisamment en valeur les capacités des personnes. Et je crois que c'est ça qu'il faut aussi faire évoluer en intégrant la notion de désir et de choix de vie aussi dans ces grilles-là qui sont trop centrées sur les besoins purs et pas suffisamment sur les désirs des personnes. J'espère que ce rapport va vraiment nourrir la loi grand âge et autonomie qui devrait arriver sur l'année 2020.